Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je vais vous partager des choses qui vont sauver vos colocations et sauver vos investissements. Et oui, c'est vraiment nécessaire de savoir ça, sinon vous risquez de vous retrouver empêtré dans des invests sans pouvoir vraiment les louer, avoir des problématiques avec vos locataires, avoir des biens qui sont difficilement revendables, etc. Aujourd'hui, on va parler des immeubles quand les copros sont endettés. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Alors, on va faire, d'ailleurs, je vais vous prévoir un épisode avec quelqu'un qui est spécialisé dans les copros. Elle est super, je l'ai rencontrée lors d'un déjeuner d'investisseurs. Je vais lui envoyer un message pour qu'on fasse un épisode beaucoup plus détaillé sur effectivement toutes les subtilités qu'il y a avec les copropriétés. Et je vais aussi demander à mon avocat, un de mes avocats, de venir pour parler d'un sujet que j'ai avec une copropriété. Alors, c'est pas encore arrivé jusqu'au bout, donc je vais peut-être attendre que ça se termine. Mais bon, ça fait quand même 3-4 ans que c'est dessus. Donc 3-4 ans que j'attends un retour là-dessus. Mais bref, je vais vous réserver des petits épisodes sur des cas concrets que j'ai sur mes invests, etc. Et là, en tout cas, aujourd'hui, on va parler des copros qui sont endettés. Alors, il y a des zones qui sont quand même très, très intéressantes lorsqu'on fait des colocs. Ça va être des gros immeubles. Donc moi, j'aime beaucoup les gros immeubles, années 70. C'est souvent les meilleurs, où vous avez des immeubles qui sont bien faits. On peut faire des belles découpes, on peut faire des belles colocs. Et on les retrouve dans des quartiers proches des grandes villes. En fait, c'est au moment où on a eu besoin de construire ces gros logements, principalement pour des familles à l'origine. Et aujourd'hui, on peut le transformer en fonction de l'usage actuel qui est, en fait, il y a de moins en moins d'enfants, il y a de moins en moins d'argent. Donc on a besoin d'avoir des chambres à des prix abordables pour que des jeunes travailleurs puissent travailler. Et d'ailleurs, je vais revenir dessus, mais vos colocs ne sont pas forcément que pour des étudiants. Il y a vraiment, là, il faut vous dire qu'il y a un gap un peu générationnel, il faut s'en rendre compte. Je sais que les personnes qui écoutent ce podcast, aujourd'hui, vous avez entre 20 ans, 18 ans pour les plus jeunes et ça va monter jusqu'à du 60 ans pour les plus âgés. Il faut se rendre compte qu'il y a des usages, on ne se rend plus trop compte de comment ça marche quand on n'est plus confronté à la vie d'une certaine génération. Donc une génération, il faudrait voir combien de temps ça dure. Je pense qu'une dizaine d'années, déjà, il y a des changements. Alors déjà, oui, une dizaine d'années, il y a des changements conséquents et une vingtaine d'années, il y a des gros changements. Donc la vie des personnes qui ont 20 ans de moins que vous aujourd'hui ne ressemble absolument pas à la vie que vous avez pu vivre. Et aussi, pensez au fait que vous, quand vous avez vécu dans des microcosmes, si vous avez eu par exemple des moyens, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ont vécu des gens qui n'ont pas de moyens. Si vous n'avez pas habité à l'étranger, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Si vous, aujourd'hui, vous n'allez pas dans certains cercles, vous ne savez pas ce que c'est. Par exemple, si vous ne sortez plus, vous ne savez pas ce que c'est de sortir à Paris aujourd'hui. Si vous ne faites pas d'investissement, vous ne savez pas ce que c'est, etc. Tout ça pour vous dire que là, le vrai nerf de la guerre aujourd'hui dans les colocations, c'est effectivement de pouvoir trouver des chambres abordables, agréables à vivre pour des personnes qui ont besoin d'un logement, ce qui est de plus en plus dur et ce qui, à mon avis, ne va pas se simplifier dans le temps. Donc, à mon avis, il y aura beaucoup de besoins de colocation à l'avenir. Le seul enjeu dans l'autre sens, il faut faire attention à la réglementation où certaines mairies ne comprennent pas ces éléments de colocation pour différentes raisons. Un, parce qu'ils pensent que ça peut rapporter trop d'argent à des personnes, et de l'autre, ils ne comprennent pas, en fait, ils ont envie de cette... un petit peu cette idéologie vraiment de gauche en France. On se dit que tout le monde a le droit à tout. Tout le monde a le droit, comme Mélenchon, tout le monde a le droit de voler en business, etc. Alors que bon, la réalité économique fait que... Mais bon, entre des fantasmes en appliquant des lois à la française et la réalité économique, on voit bien dans ce pays que de temps en temps, il y a des petits penchants. Donc, je vous donne ces éléments-là. Je vous donne quand même les éléments, le guide de survie des colocations. Et je vais revenir dessus principalement quand vos copropriétés sont endettées. Donc votre copropriété, qu'est-ce qu'elle fait généralement dans un immeuble assez conséquent ? Elle va payer le chauffage collectif, elle va payer l'entretien des parties communes et elle va payer les ascenseurs. Et c'est là où je vais venir vers vous et il faut faire très attention. Il y a des zones, il faut regarder bien les PV, et les documents du syndic prédatés pour voir quelle est la situation comptable
du syndic. Alors, c'est normal d'avoir des impayés, c'est normal, de plus en plus normal d'avoir des personnes qui sont en retard de paiement de 2, 3 000, 5 000, 10 000. C'est normal d'avoir aussi de temps en temps des saisies immobilières dans les copropriétés. Donc le schéma, comment ça fonctionne? Il y a un propriétaire, un copropriétaire qui ne paye plus ses charges. Quand on est sur des grosses colocs ou des gros immeubles, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, en termes de chauffage, et ça ne va pas baisser, en termes de chauffage, on est chauffage et charges mensuelles pour un immeuble de 80 m², 80 m², on peut être dans du 350 à 450 euros par mois, ce qui va couvrir généralement à la fois le chauffage, l'ascenseur, le petit budget travaux, le gardiennage, et c'est principalement ce qu'on va avoir dedans. Le plus gros poste de dépense quand on regarde le détail, c'est souvent le chauffage. Donc le chauffage, ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher parce qu'il faut voir d'où vient du coup le chauffage. Attention aussi, alors là on va rentrer sur des trucs un petit peu techniques, où là je ne sais pas si vous allez avoir le temps de vérifier ça, mais il y a deux trucs que vous pouvez regarder, mais là c'est vraiment dans le détail. C'est la qualité de la chaudière si vous avez une chaudière. Donc si vous avez la chance d'être en région Île-de-France ou dans certaines agglomérations, il y a un chauffage qui est proposé localement qui vient en fait de l'incinération. Donc par exemple, c'est ce qu'on peut avoir à Paris. Vous avez à Ivry-sur-Seine justement les deux grosses cheminées que vous voyez quand vous prenez le périph'. Si vous n'avez pas remarqué, vous regardez sur la droite, il y a deux grosses cheminées qui sont là. Vous avez les tours de la Banque Populaire. Là, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui travaillent à la Banque Populaire. D'ailleurs, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. C'est assez marrant. Je crois que j'en ai parlé dans un épisode de podcast. Et en tout cas, vous avez les deux grosses chaudières qui permettent de faire le chauffage humain de Paris, sauf si je me trompe. Et il y a plein d'agglomérations où ils ont soit de l'incinération, soit ils vont avoir du méthane, soit ils vont avoir d'autres systèmes qui permettent d'avoir des chauffages collectifs. Donc, il y a cette partie-là de chauffage. Sinon, il y a simplement une chaudière. Donc, vous avez une chaudière. Donc, les chaudières, comment ça marche? Vous avez une puissance qui va être attribuée à une chaudière. Et la chaudière, vous allez avoir une énergie primaire, donc une énergie qui va permettre de chauffer. Donc, ça peut être soit du gasoil encore aujourd'hui, ça peut être du gaz, ça peut être électrique. Et une fois, alors c'est très rare que ce soit électrique quand vous avez des grosses chaudières comme ça. À voir, vous pouvez me dire si vous avez des informations là-dessus. Moi, c'est plutôt fuel, c'est plutôt gaz. Et ces grosses chaudières, généralement, vous avez un contrat qui est appliqué avec EDF, avec une entreprise. Et attention, là, on arrive à la fin de cette période-là, mais généralement, vous avez des contrats qui sont gelés pendant 3-5 ans, ce qui fait que nous, on avait les prix assez intéressants d'il y a 3-5 ans sur le gaz et sur sur l'énergie primaire. Et du coup, on avait des finalement tarifs électriques qui n'étaient pas très élevés, sauf qu'aujourd'hui, la plupart sont retombés aujourd'hui. Mais là, on arrive en fin de certains contrats, ce qui fait que de temps en temps, on a 50%, 100% d'augmentation sur les prix des chauffages des gros immeubles, du coup, de vos colocations. Que faire quand vous avez une colocation lorsqu'il y a des gros impayés? Qu'est-ce qui se passe? Alors, cas concret de ce qui peut se passer de Mehdi, avec qui on a fait pas mal de colocs il y a vachement longtemps. Ça fait 6 ans, on est dans le nord de Paris, dans un endroit où il y en a beaucoup d'entre vous qui habitent. On est dans une ville où en fait, il y a des tours qui sont très bien pour habiter. Il y a une énorme tension locative. La seule problématique, c'est qu'il y a beaucoup de copropriétaires qui ne payent pas. Alors, j'ai jamais eu le cas où on le voit dans les news, et ça, j'en parlerai avec l'experte des copropriétés, où la copropriété, où l'immeuble est carrément classé insalubre, il faut sortir tout le monde, etc. Ça, moi, je ne l'ai pas eu. Mais en tout cas, ce que j'ai eu comme cas, c'est des copropriétés qui, au bout d'un moment, n'ont plus de revenus, sont placées potentiellement en sauvegarde, et à un moment, elles ne payent plus simplement le chauffage, donc elles ne payent plus, par exemple, le gaz pour la chaudière, et d'un autre côté, elles n'entretiennent plus les ascenseurs. Donc, vous avez deux problèmes. Un, vous allez vous retrouver avec un appartement qui n'est pas chauffé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un appartement qui n'est pas chauffé? Vous avez deux choses qui sont potentiellement chauffées dans votre appartement. Vous avez l'eau pour prendre des douches, et vous avez de l'autre côté l'eau qui tourne dans vos radiateurs et qui est chauffée par une grosse chaudière, pour faire simple. Et là, vous vous retrouvez, imaginez du jour au lendemain, donc vous payez vos charges, vous êtes à jour, etc. Mais du jour au lendemain, vous recevez un message: allez Victor, il y a plus de chauffage dans ma coloc, il fait froid, on a froid, on veut plus payer notre loyer. Alors, attention à ça, en fonction de là où vous êtes, attention à ça, parce que il y a des endroits où en fait les locataires, voire même les propriétaires dans certaines résidences, s'organisent pour foutre le bordel. Donc bienvenue, et là en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive dans ma vie, j'ai plein de sujets comme ça que je pourrais vous partager. C'est-à-dire que dans un même immeuble, il y a des gens qui vont s'amuser à toquer aux portes de tout le monde et dire: ah bah non, mais écoutez, vous n'avez plus de chauffage chez vous, eh bien vous ne payez plus votre loyer, Donc vous vous retrouvez, alors avec votre appartement
où vous êtes à jour dans vos charges, et là il y a un Gus qui va taper à la porte de vos locataires en disant non, ne payez plus votre loyer, on est tous ensemble, on est syndiqués, et quelqu'un qui est assez convaincant. Et là vous vous retrouvez avec un enfer, vous avez payé vos charges, vous n'avez plus de loyer, vous avez vos mensualités d'emprunt, vous avez votre taxe foncière, vous avez tout ce qui va à côté, et vous vous retrouvez avec une merde à gérer. Et en plus de ça, ces personnes-là s'organisent. Alors j'ai un peu... après, c'est tout un monde que je connais pas vraiment, mais moi, dans ma vision des choses, en fait, je suis pas du milieu des usines, etc. Donc, je connais pas bien le véritable cas d'application des syndicats, etc. Moi, ce que je vois plutôt, je l'ai ressenti, moi, plutôt en étant en opposition avec des personnes qui essaient de freiner des choses. Donc, moi, j'ai pas vu d'intérêt par exemple, quand j'ai eu les prud'hommes qui a été saisis... je n'ai pas compris l'intérêt de la CGT qui était, on avait des problématiques, etc. Je vous en parlerai, mais en tout cas, moi, il y a plein d'endroits où j'ai pas vu l'intérêt en fait de ces regroupements qui essayent de faire des trucs qui sont contre-productifs, des jeux de pouvoir, etc. Bref, vous, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes dans la merde. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, deuxième truc, vous avez acheté au 10e étage, il n'y a plus d'ascenseur. Donc, les ascenseurs ne sont plus entretenus. Donc ça arrive très souvent. Vous allez le voir. Alors, quand vous faites vos visites, regardez. Alors moi, pour ceux qui ont fait des visites avec moi, les ascenseurs, ça me fout vraiment les jetons. Je sais pas pourquoi. Dès que je suis dans un ascenseur, soit l'ascenseur, il est vraiment costaud et franchement, ça va. Et puis il fait un peu moderne. Mais quand je vais dans des endroits, alors il y a 3 endroits où ça me fait ça. Il y a les immeubles haussmanniens où on a remis des ascenseurs, où c'est des vieux ascenseurs qui avancent. On se demande si on va arriver à l'étage. Et si vous faites le moindre sursaut de charge, vous sautez un peu dans l'ascenseur. Chose qui m'est arrivée à une période où on allait dans des fêtes, dans des immeubles haussmanniens, et un mec s'était mis à bouger parce qu'il avait un peu picolé. On est resté coincé pendant 5 heures dans l'ascenseur. Bon, normalement, on a l'impression que ça n'a pas trop chuté, mais ça me fout un peu les jetons. Deuxième élément, c'est les ascenseurs de ces tours qui ne sont pas entretenus. Là, vous rentrez, donc vous arrivez dans une tour. Il y a 2, 3, 4 ascenseurs. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a un seul ascenseur qui marche. Quand vous voyez ça, il y a des questions à vous poser. Là, vous rentrez dans l'ascenseur. Quand vous rentrez dans l'ascenseur, vous sentez que la nacelle, elle n'est pas bien arrimée aux 4, aux 4 bouts des 4 côtés. Elle n'est pas sur des rails, quoi. Et là, vous sentez que l'ascenseur, elle bouge un peu. Dans la nacelle, elle bouge un peu dans le truc de l'ascenseur. Ah, ça me fout les jetons. Et quand vous êtes parti pour monter au 7e étage, que vous êtes dedans, et surtout quand des personnes rentrent dans l'ascenseur, et que vous vous rendez compte que quand une personne rentre, ça descend de 3 cm, même de 5 cm quand quelqu'un rentre dans l'ascenseur. Waouh, ça me fait vachement peur. Et le dernier truc, c'est... la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était à Moscou. Je suis allé dîner dans un restaurant qui est le plus élevé de Moscou, je sais pas, au 80e étage, je crois. Et là, quand vous prenez l'ascenseur et que, en fait, vous avez 2 ou 3 changements de pression quand vous montez. Donc, vous êtes dans l'ascenseur, peut-être 2 changements. Vous avez un premier changement de pression, vos oreilles sont totalement comprimées parce qu'en fait, l'ascenseur va super vite. Et vous en avez un deuxième changement de pression pour arriver jusqu'au dernier étage. Ça, c'est terrible. Et ça, moi, ça me fout les jetons. Et après, quand vous êtes au dernier étage, alors on en reparlera sur des trucs, mais quand vous êtes en haut des tours et que la tour bouge, bref, ça, c'est un autre épisode. Revenons à nos moutons. Donc, lorsque vous avez ces colocations, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire en priorité, c'est vous protéger. Donc, dès que vous savez ça, vous regardez l'état et soyez honnête avec l'état de ce que vous achetez. Donc, n'achetez pas en étage élevé. Achetez dans des étages, si possible, accessibles par l'ascenseur quand vous êtes dans ces genres de tours. Donc, premier, deuxième. Alors, vous pouvez faire rez-de-chaussée, mais attention, enjeu DPE et enjeu sécurité. Premier, enjeu sécurité aussi. Deuxième, un peu moins d'enjeu sécurité, c'est très bien. Troisième, ça va. Quatrième, ça va. Jusqu'au quatrième, ça va, voire cinquième. Ça dépend après de la population à qui vous allez louer. Mais en tout cas, ne dépassez pas, je vous encourage, le 4e étage, voire le 5e étage, pour pouvoir y aller à pied. Ça, c'est un truc que vous n'allez rien pouvoir y faire. Si demain, vous n'avez pas d'ascenseur, et vous le savez, parce que, attention, pensez aux personnes âgées qui sont bloquées. Quand vous avez un ascenseur qui est bloqué chez vous, et ceux qui habitent au 7e, et c'est une personne âgée qui ne peut pas prendre les escaliers parce qu'elle a les genoux pétés ou les hanches pétées, etc., bonne chance, quoi. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on fait pour le chauffage ? Quand vous faites vos travaux, on va prévoir des travaux supplémentaires. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre un chauffe-eau qui sera accessible avec un interrupteur. Alors, c'est marrant qu'on en arrive là en France. Alors, je pense qu'on y était comme ça avant, il y a très longtemps. Mais j'en ai très rarement vu des éléments comme ça en France. J'en ai beaucoup plus vu quand j'étais en Afrique. Et en fait, le système, alors il y a 2 systèmes. Soit, vous, ce que vous faites, c'est quand vous rentrez dans l'appartement, vous avez un chauffe-eau
qui est disponible. Et en fait, vous appuyez sur un interrupteur. En appuyant sur un interrupteur, en fait, vous allez chauffer l'eau ou changer de circuit. Donc là, ça va changer. Vous allez alimenter à partir du chauffe-eau. Et si vous éteignez l'interrupteur, vous allez alimenter à partir de l'eau classique. Vous avez aussi la possibilité de faire ça en méthode, mais là, il faudrait voir d'un point de vue technique beaucoup plus au Kenya, par exemple. Moi, quand j'habitais au Kenya, la façon, j'avais pas d'eau chaude chez moi. Et pour pouvoir prendre ma douche, il fallait que j'allume un interrupteur à côté de ma salle de bain 15-20 minutes avant pour que ça chauffe l'eau pour que je puisse prendre une douche chaude. Résultat, vous me connaissez, je prenais des douches froides, ça m'allait très bien, ou sinon je laissais allumer un peu l'interrupteur, mais j'étais plutôt en mode douche froide. Donc ça, c'est la première solution. Donc on fait un système qui est propre à nous avec un chauffe-eau qui se met en route seulement quand on en a besoin. Alors pourquoi seulement quand on en a besoin ? Attention à la consommation. Donc si vous êtes sur des grosses colocs et en fonction de comment vous allez chauffer l'eau, vous allez retrouver souvent avec des ballons d'eau chaude à 50-100 litres. Donc ça coûte très cher de garder. En fait, un ballon d'eau chaude, c'est quoi ? C'est que vous avez de l'eau qui est gardée au chaud dans un ballon en acier qui est plus ou moins optimisé, et vous gardez ça tout le temps, vous gardez à 40 degrés, vous gardez 40 ou la température qui est demandée par le chauffe-eau, vous gardez ça tout le temps, c'est comme une piscine, quoi. C'est excessivement cher en réalité. Donc attention à ça, mais en tout cas ça c'est la technique, vous faites ça. Deuxième technique, vous allez équiper vos logements avec du chauffage d'appoint. Donc quand vous allez faire vos travaux dans l'appartement, généralement, vous allez pouvoir récupérer des appartements qui ne sont pas trop chers. Vous allez refaire l'isolation vous-même. Alors attention dans ces grosses copros. Alors ça dépend où vous êtes, etc. Je devrais faire carrément tout un sujet là-dessus, mais vous avez dans certaines zones des aides. Si vous êtes proche des aéroports, les aéroports payent les rénovations. Si vous êtes dans des grosses copros, généralement, c'est un plan global qui va être cofinancé par l'agglomération pour faire les rénovations de l'endroit. Vous avez, c'est un peu ces trucs de cité, vous avez pas mal ça à Villeurbanne. J'ai eu le cas où en fait il y a des gros projets mais qui sont à une vingtaine de millions. C'est des gros trucs qui sont négociés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de traiter le sujet. Il y a tellement de gens qui habitent là-dedans et ils font une grosse réno, ils rénovent tout, ils refont les jardins, ils refont tout, etc. Donc vous avez ce truc-là. Attention hein, donc, aux travaux et aux nuisances que ça peut générer. Vous allez quand même trouver des locataires qui sont OK de vivre dans des nuisances, mais on en parlera, ça peut être très compliqué pour vous. Surtout, il faut éviter en fait toute tension possible quand votre locataire vous envoie un message. Oui, monsieur Laura, ça fait une semaine que je dors pas parce qu'il y a le mec d'à côté qui fait des travaux. J'en peux plus. Je veux pas payer mon loyer. Bon, voilà, vous avez ce genre de truc. De toute façon, vous avez quasiment toutes les raisons possibles et imaginables qu'on va vous envoyer pour de mal-être des gens qui sont autour de vous pour vous expliquer que c'est vous qui devez régler leur problème, quoi. Donc vous avez cet élément-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réisoler. Donc on change les fenêtres, on réisole les murs. Là, quand vous êtes sur des appartements de cette taille-là, vous avez l'espace de le faire. Donc, on le fait déjà, même si ce n'est pas fait par la copro. Pourquoi on fait ça ? On fait ça justement pour pouvoir garder plus de chaleur et potentiellement l'été avoir moins de chaleur qui rentre. Donc, attention, j'aurais refait un épisode sur les isolations. Vous avez très bonnes vidéos YouTube là-dessus. En fonction de ce que vous allez faire, il y a des types d'isolation qui marchent bien dans certains cas et d'autres moins dans d'autres cas. Élément que vous allez faire supplémentaire, vous allez mettre des chauffages d'appoint. Donc là, si vous avez isolé, normalement, vous avez quand même l'appartement du dessus qui doit être chauffé, si ils arrivent à se chauffer. Mais normalement, oui, parce qu'il y a très peu de personnes qui ne se chauffent pas en réalité. Et là, vous allez pouvoir mettre des chauffages d'appoint, c'est-à-dire que le jour où il n'y a plus de chauffage collectif, vous avez votre KGB, il y a souvent des KGB, vous savez, au milieu de ces appartements-là, où vous avez des chauffages d'appoint pour que les gens puissent se chauffer directement. Voilà comment vous protéger si vous achetez dans des immeubles avec des syndics où c'est un peu touchy. Alors, cette question de syndic et cette question aujourd'hui, en fait, les gens ne se rendent plus compte de combien coûte leur consommation quand c'est global et quand c'est public. C'est exactement le même problème qu'on a en France. On ne se rend pas compte de combien on coûte quand tous les trucs sont publics et partagés. C'est un jeu très pervers. Donc là, à mon avis, il y aura une évolution qui va se passer dans la plupart des syndics et dans la plupart des copropriétés qui va être d'isoler la consommation des gens pour remettre les gens face à la responsabilité. Quand c'est vous qui payez votre chauffage, et moi je me rappelle, quand j'étais étudiant, je chauffais quasiment pas mon logement, j'étais paniqué en me disant que ça allait mieux. Alors j'étais sous les toits, chambre de bonne, j'étais paniqué en me disant, déjà j'avais pas d'argent pour payer le chauffage, quoi. Donc je chauffais quasiment pas, mes draps, vous savez, ils étaient un peu humides, mais humides du froid, quoi. Je sais pas si vous avez connu ça c'est terrible, peut-être dans les maisons de campagne quand vous allez quelque part. Quand vous avez ça, franchement, vous vivez, ça vous marque. Bref.
En tout cas, faites attention à vous sur ces immeubles-là. N'achetez pas n'importe quoi. Après, vous pouvez retrouver bloqué justement avec un truc qui peut prendre du temps. Vous avez aussi des intérêts dans ces résidences-là. C'est possible de contacter les avocats de ces résidences pour acheter aux enchères. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé il y a quelques temps, une des belles opérations qu'on vient de faire. On a acheté à 130 000 € à la place de 210 000. C'était achat justement aux enchères d'un bien qui était saisi dans une résidence où on avait déjà acheté plusieurs appartements. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, un petit commentaire, à me suivre sur les différents réseaux et à m'envoyer un petit message sur Instagram ou LinkedIn. Et on continue d'avancer et à faire des superbes investissements. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.